C'est la fin de l'abondance, tout le monde dit les termes, le marché reflète les termes, c'est chaud, mais c'est également là où les meilleures opportunités se créent. Cette semaine était sérieusement d'une intensité sans commune mesure entre Jérôme qui arrête des carrières pour de vrai, le manque de respect de la part des projets crypto, les signes non négligeables de l'adoption massive avec Elrond en force, mais surtout le gros problème avec Ethereum et la décentralisation. J'espère que tu as ta petite boisson sur le tech, tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc on va commencer avec Jérôme Powell. Donc il a eu un discours assez pessimiste sur la situation économique pour faire simple et ça a fait chuter les marchés financiers. D'ailleurs, il y a un tweet qui m'a interpellé qui est très pertinent, là je te le mets là et on a pu voir que il y a 1,250 milliards de dollars qui sont sortis des marchés boursiers et c'est plus que l'ensemble du marché crypto. Bon, après c'est impossible, mais si ça s'était passé pour les cryptos, ça aurait voulu dire que en un week-end, c'était une fin de carrière pour la crypto. Ça nous montre aussi, tu vois, que le marché crypto est encore tout petit, c'est vraiment une goutte d'eau. Bon, le marché crypto a aussi souffert, hein, la market cap, elle est passée en dessous du milliard, donc pour te montrer à quel point la goutte d'eau est petite. Mais ce qui est bien, c'est que ça veut dire que les meilleures opportunités sont encore là, et si on est patient, franchement, ça va bien se passer. Les fondamentaux sont là et le truc le plus intéressant, c'est que chaque semaine, tu as de nouvelles graines qui sont plantées. Et cette semaine, tu en as des très très belles. On va commencer avec Samsung. Samsung, la grosse société sud-coréenne qui fait partie des entreprises qui investissent des millions dans la blockchain, pourrait lancer sa plateforme crypto. Donc on voit qu'elle est là, elle regarde les cryptos et c'est pas la première fois, tu vois, elle avait déjà fait des lancements de produits dans le métaverse. Donc on voit qu'ils suivent tout ce qui se passe autour de la blockchain et des cryptos de très très près et ils sont prêts à se lancer. En tout cas, tu vois, c'est cool, c'est positif. Maintenant, on va parler de GLD, Elrond en force. Franchement, vraie question, comment ne pas être bullish sur Elrond? En fait, je comprends pas. Franchement, si t'es bearish, faut me dire parce que et tu vois, ça sert à rien de sortir l'argument ouais, c'est que du marketing parce que certes, il y a du marketing, mais personnellement, je vois aussi les actions. C'est pas comme Ada où on voit du marketing, mais après en termes d'action, on voit pas trop. En tout cas, si tu as un avis différent, n'hésite pas à me partager tes arguments contre Elrond parce que peut-être que je me trompe. Mais là, grosse nouvelle pour eux. Ils sont listés sur Revolut. Ça veut dire qu'il y a 20 millions d'utilisateurs dans 30 pays différents qui pourront acheter de l'EGLD sur Revolut. Et je trouve que c'est super intéressant. Surtout que tu vois, j'ai l'impression que la stratégie d'Elrond, c'est pas d'aller adresser des traders hyper confirmés qui s'y connaissent, mais c'est vraiment d'aller adresser la masse qui veut faire un premier pas dans la crypto. Et ça se reflète aussi dans sa simplicité, tu vois. Le portefeuille Maillard, très simple d'utilisation. En plus, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il y a des projets qui ont vraiment des utilités dans la vie réelle. Par exemple, j'en parle pas souvent, mais tu as le projet Holoride. Ils avaient fait, je crois, leur lancement l'année dernière. Mais là, tu vois, ils évoluent bien. Ils font des partenariats avec plusieurs marques. Il y a vraiment une application dans la vie réelle. Tu as également le projet Cowatt qui est intéressant, qui va d'ailleurs être listé bientôt sur Maillard. En tout cas, si tu es bullish sur Elrond, n'hésite pas à me partager tes projets préférés. Et si tu es bearish, bah, dis-moi pourquoi. Tu vois, comme ça, on échange. Maintenant, on va parler de Binance et Mastercard. Tu as 90 millions de magasins dans le monde qui vont accepter les paiements en crypto. En tout cas, c'est l'objectif et la raison du gros partenariat du futur entre Mastercard et Vitalik. Et tu vois, les paiements en crypto sont une utilité non négligeable concernant le développement de la crypto et c'est d'ailleurs une utilité qui a été mise en avant par Vitalik Buterin. Il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment le potentiel alors qu'il est très grand, tu vois. Un exemple extrêmement concret, tu vois, quand tu voyages, c'est saoulant parfois de devoir tout le temps convertir ton argent dans la monnaie du pays. Alors que si tu as les magasins qui acceptent du Bitcoin, peu importe le pays, ben là, tu es tranquille. Tu payes en Bitcoin et tranquille, tu vois. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut ne pas être bullish et comment on peut ne pas voir tous les changements positifs et la simplicité que la crypto apporte dans nos vies. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, c'est le bear market, mais
les projets crypto et même les projets non crypto sont en mode CHARBON 365 pour s'intégrer dans l'écosystème blockchain et Budle à fond. Donc ça, c'est positif. Autre nouvelle, là on va plus aller dans le secteur des NFT, tu pourras bientôt manger des NFT. Ce n'est pas une blague. Bon, cette nouvelle, elle concerne un projet NFT que je déteste, mais j'aime bien l'initiative et j'espère qu'elle va se reproduire avec d'autres collections NFT. En gros, tu as Mars qui va proposer une collection limitée d'M&M's, je crois, imprimé avec des bases. Donc tu vois, ça c'est cool en fait. Et j'adore les collaborations créatives que peuvent faire les marques traditionnelles avec les NFT et on espère qu'on va en voir de plus en plus. Comme on est dans les NFT, on y reste. Est-ce que tu sais combien les grosses marques se font grâce aux NFT? Est-ce que c'est rentable ou pas? Déjà, elles se font énormément d'argent et les montants se chiffrent en centaines de millions. Par exemple, tu vois que Nike s'est fait 185 millions de dollars avec les NFT. Nike a explosé le game. Il s'est fait 7 fois plus d'argent que le deuxième qui est Dolce & Gabbana. En troisième position, tu as Tiffany et c'est assez intéressant de voir ça parce que eux, Tiffany, leur collection n'avait pas vocation à être échangée ou revendue, mais le but était de recevoir par derrière un bijou IRL en fait, dans la vraie vie. Et concernant Nike, on voit qu'ils se font également énormément sur les royalties. Donc les royalties, c'est la commission qu'ils prennent sur la revente. Donc en gros, sur les collections NFT que Nike a sorties, à chaque fois que ces NFT sont revendus sur le marché secondaire, Nike prend une petite commission sur les ventes et on voit que il se fait énormément d'argent avec. Après, tu vois, tout est à nuancer parce que là, on parle de revenus, on parle pas de bénéfices. Et derrière une collection NFT, il y a beaucoup de coûts qui sont engendrés. Par exemple, certes, le prix des NFT Tiffany était élevé, mais derrière, tu payais pour recevoir un objet physique. Donc, tu payes l'expertise, les artisans qui vont travailler, le savoir-faire, les matières premières. Et au-delà de ça, même s'il n'y a pas de produit matériel derrière, il y a des équipes, tu vois, des designers, des community managers. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que tu peux générer des millions avec une collection NFT et être en perte si tu as engagé beaucoup plus de dépenses que le chiffre d'affaires que tu as pu générer. Donc ce serait bien aussi de voir le classement des marques en termes de bénéfices, mais en tout cas on voit quand même qu'il y a beaucoup d'argent qui se crée avec les NFT. Maintenant on va parler de Telegram. Telegram qui pourrait se lancer dans les NFT et tu as le fondateur Pavel Durov qui en a parlé sur son compte Telegram. Donc en gros une marketplace NFT pour l'achat et la revente de noms d'utilisateurs pourrait potentiellement voir le jour et ça il a été inspiré par un autre projet. Je te raconte le bail. En fait, tu as The Open Network, c'est une blockchain qui a été créée par Telegram. Bon là, c'est plus trop qui gère ça parce qu'il y a eu des petits problèmes. Mais en gros, The Open Network avait lancé leur service de nom de domaine un peu comme les noms de domaine ENS sur Ethereum. Et on a vu qu'ils ont réussi à vendre 2000 noms de domaine pointants et se faire 3 millions de dollars en Toncoin, comme tu veux. Et il y a quand même eu des petits exploits. Par exemple, tu as Wallet.ton qui s'est vendu à 260 000 dollars en Toncoin et Casino.ton qui s'est vendu à 244 dollars en Toncoin. Donc voilà, en tout cas c'est cool, tu vois, s'ils font un pas vers les NFT et le Web3, on va suivre ça de très très près parce que le Telegram c'est aussi un réseau qui est essentiel, tu vois, pour les cryptos. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Telegram, je pense que tu connais d'ailleurs. Si t'es pas encore dans mon groupe Telegram, n'hésite pas à le rejoindre en t'inscrivant à la lettre alpha, le lien est en description. Maintenant on va parler de Sudora. Ils ont volé au calme plus de 800 000 dollars quelques heures après le lancement de leur plateforme NFT. C'est ce qu'on appelle un beau manque de respect. Donc c'est l'affaire Sudora. Ils avaient pour projet de créer une plateforme NFT qui était un peu un mix entre SudoSwap et LooksRare. Et à leur lancement, ils avaient aussi une opération de airdrop. Mais dès cette opération, tu avais aussi beaucoup de gens qui avaient lancé des alertes sur le potentiel scam du projet, notamment par le fait que la team ne souhaite pas se doxer. Donc
déjà, il y avait plusieurs alertes, tu vois. Malgré ça, Sudorar a réussi à attirer près de 815 000 dollars dans leur pool de liquidité parce qu'ils offraient aux investisseurs des opportunités à haut rendement, donc très attractives. Et déjà, deux leçons qu'on peut en tirer de cette histoire. La première, c'est que quand il y a des red flags sur un projet, par précaution, on laisse tomber. Déjà que sans les red flags, la crypto, c'est risqué. Si on voit des red flags, on va pas en plus se lancer dedans, tu vois. Et au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais quand tu vois des opportunités avec des rendements élevés, faut toujours se méfier parce que rendement élevé égale risque élevé. Et dans ce cas-là, c'était chaud parce que c'était une arnaque. Et concernant le fait qu'ils ne souhaitent pas se doxer, là, tu as plusieurs avis. Tu vois, tu as des gens qui disent que on n'est pas forcément obligé de se doxer pour faire un beau projet. Il y a certains projets qui existent et survivent sans que la team soit connue. De notre côté, tu as des gens qui préfèrent quand les gens sont doxés. Mais le point négatif qu'on peut trouver au fait de se doxer, c'est qu'il y a certains projets qui existent et survivent uniquement par le rayonnement de leur fondateur. Donc, en gros, la réussite du projet, elle est directement reliée aux actions du fondateur. Et si le fondateur déconne, le projet chute. C'était un peu ce qui s'était passé avec André Cronje, je crois, ou un truc dans le genre, je sais pas si tu te rappelles. Bref, n'hésite pas à me dire ton positionnement sur le sujet. Maintenant, on va parler de BinDAO. Alors, BinDAO, à la base, c'est un projet assez intéressant, tu vois. C'est une plateforme de prêt basée sur les NFT blue chip, donc en gros, les grosses collections qui valent très très cher. Et petit aparté avant de continuer, qui a une pertinence majeure dans la suite de ce que je vais te dire. Actuellement, le marché NFT est aussi en chute libre comme les cryptos. Et si je te dis ça, c'est parce que le concept de BinDAO, c'était qu'un détenteur d'NFT pouvait déposer son NFT comme garantie, donc comme collatéral, pour recevoir en contrepartie de l'Ether. Et de l'autre côté, tu avais des utilisateurs qui pouvaient déposer leur Ether pour les prêter aux gens qui voulaient en emprunter. Et les utilisateurs qui déposaient leur Ether recevaient un intérêt sur ces dépôts. Donc on voit que sur le papier, c'est un concept gagnant-gagnant pour les utilisateurs. Les gens qui ont un NFT qui ne veulent pas le vendre mais qui veulent emprunter de l'Ether le déposent. Et les gens qui ont des Ethers qui ne veulent pas vendre, ils les prêtent et en contrepartie, ils reçoivent un rendement. Et le truc, c'est que pour se protéger contre les pertes reliées aux fluctuations de marché, un utilisateur qui dépose un NFT ne va pas recevoir la totalité de la valeur de son NFT, mais il pourrait recevoir jusqu'à 40% du prix plancher de l'actif. Par exemple, si ton NFT vaut 1000 dollars, tu vas recevoir 400 dollars en Ether. Jusqu'ici, tout va bien. Et en cas de perte de valeur de NFT, par exemple, si on voit que le prix de ton NFT baisse à 440 dollars, tu auras 48 heures pour rembourser ton prêt sous peine de te faire liquider. Ça veut dire que si tu te fais liquider, BinDAO va remettre ton NFT sur le marché pour le revendre tout simplement. Donc ça, c'est un peu normal. Mais dans ce système, il y a eu plusieurs problèmes. Déjà, les incitations, elles étaient pas alignées, ce qui fait qu'il y avait un déséquilibre entre les emprunteurs et les prêteurs. Et tu as des NFT qui se sont fait liquider, qui n'ont pas trouvé acheteur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un NFT, c'est un actif illiquide. C'est-à-dire que quand tu as un NFT qui vaut 1000 dollars, tu n'as pas 1000 dollars sur toi. Il faut d'abord que tu puisses le revendre. Le truc, c'est que si personne te l'achète, bah, c'est chaud pour retrouver tes sous. Autre problème, c'est que BinDAO s'est retrouvé dans une situation très difficile où il ne leur restait que 12,8 WETH dans leur contrat. Bon, j'imagine qu'ils ont dû peut-être bien rincer les gens qui prêtaient leur ETH. Et l'autre problème, c'est qu'il y avait environ 13 000 ETH prêtés. Ça veut dire que si les personnes qui ont prêté leurs 13 000 ETH veulent les reprendre, elles ne peuvent pas parce que BinDAO, ils ont que 12,8 WETH dans les caisses. Donc, tu vois, là, on voit qu'il y a un gros problème. Ils étaient vraiment dans la sauce. D'ailleurs, ils ont déclaré qu'ils avaient sous-estimé à quel point les NFT pouvaient être illiquides, notamment dans un marché baissier. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer une proposition pour faire des modifications dans leur fonctionnement, mais dans tous les cas, ils sont un peu dans la sauce. Donc, c'est juste pour te montrer déjà comment est-ce que tu peux te faire de l'argent avec un NFT, mais aussi les risques qu'il y a derrière et le fait qu'il faille se méfier dans tout, parce que tu vois que même si tu dis que tu déposes tes ETH pour les prêter aux autres, si le projet en question, il a 0 dans la trésorerie, il pourra pas te rendre tes Ethers si tu veux les reprendre, tu vois. Donc, faut vraiment se méfier tout le temps. H24 dans la crypto, c'est chaud. Et pour rester dans ce même délire-là,
je vais te parler d'Elliptic Report. Donc, je vais te parler d'Elliptic qui a sorti un rapport sur les NFT et les crimes financiers. Donc, si tu veux, tu peux le regarder dans les détails. Je vais juste te parler de quelques chiffres assez intéressants. Enfin, intéressants, tu vois ce que je veux dire. Déjà, tu as plus de 8 millions de dollars de fonds illicites qui ont été blanchis via des plateformes NFT depuis 2017. Ça représente quand même 0,02% de l'activité commerciale qui provient des sources connues. Donc, on voit que ça représente rien du tout, tu vois. Au-delà de ça, tu as 328,6 millions qui ont été blanchis via des plateformes de mixeurs comme Tornado Cash. Et là aussi, on peut se dire, waouh, c'est beaucoup, truc de ouf. Mais c'est important de contextualiser à chaque fois. Parce que là aussi, Elliptic nous dit que ça représente 0,81% des échanges, tu vois. Au-delà de ça, tu as plus de 100 millions de dollars de NFT qui ont été volés entre juillet 2021 et juillet 2022, qui ont rapporté aux hackers à peu près 300 000 dollars par escroquerie. Donc, on voit que c'est très rentable pour eux de voler des NFT. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'attaques qui se passent sur les réseaux sociaux, notamment Discord. Et ça a représenté 23% de tous les NFT volés. Et ce qui est dommage, c'est que ça a été notamment justifié par la disponibilité croissante des logiciels qui permet de réaliser des choses pas très cool. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Le risque est présent, même s'il est minime quand on prend la globalité des échanges qui sont faits avec la crypto. On n'est pas à l'abri de se faire arnaquer. Maintenant, on va parler de Polygon et Serre qui vont créer un fonds Web3. Un fonds Web3 assez intéressant parce qu'en fait, ils vont créer un fonds Web3 pour supporter les projets qui sont situés dans des marchés émergents. Et tu as un des fondateurs qui a dit qu'ils veulent spécifiquement se concentrer sur ces marchés émergents parce que malheureusement ils sont souvent ignorés par le capital risque traditionnel qui veulent voilà, tu vois, des profils classiques, on se comprend. Donc ça c'est cool, tu vois, leur but c'est vraiment de donner de la force aux fondateurs qui sont habituellement mis sur le côté. Donc c'est cool. Au-delà de ça, grosse levée de fonds de la part du projet Ready Player Me. Donc, ils ont levé 56 millions de dollars, notamment avec A16Z. Donc, c'est un projet qui est assez intéressant qui concerne le métaverse. Déjà, cette plateforme, elle avait commencé en 2014 avec une société qui s'appelait Wolf 3D. Donc, le but, c'est de créer des avatars personnalisés. Et là, avec Ready Player Me, il s'adresse à la fois aux utilisateurs directs et aux développeurs. Donc, les utilisateurs pourront créer gratuitement des avatars sur leur plateforme. Et ce qui est bien, c'est qu'ils travaillent déjà avec des gros comme Adidas, Dior, et le but, tu vois, c'est de permettre aux utilisateurs de créer des avatars personnalisés. Je trouve que c'est un beau projet. Bon, j'ai vu qu'ils n'avaient pas de token, donc malheureusement, on ne peut pas contribuer à leur développement en achetant le token, mais projet à suivre, tu vois, on voit que le métavers se développe petit à petit. Bon, là, on va continuer avec le manque de respect de la part des projets crypto, et là, tu vois, ce qui m'attriste, c'est que je vais te parler d'un projet crypto que je trouvais quand même assez intéressant. Donc, c'est le projet Network, et on a appris qu'ils auraient utilisé l'argent levé pour s'acheter des biens personnels, notamment une maison de luxe. Et tu vois, c'est triste de voir ça parce que malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Même quand on gère un projet et qu'on voit que tout a l'air carré, que les fondateurs ont l'air réglo, que le projet a des bons fondamentaux, malheureusement, on ne peut pas contrôler le comportement des fondateurs et surtout le comportement des gens quand ils reçoivent une grosse somme d'argent. Et donc, malheureusement, là, c'est une nouvelle qui est assez triste pour le projet. J'espère qu'il va se relever. Mais voilà, tu as un autre projet aussi qui a un même délire. Eux, alors là, c'est vraiment chaud. Tu as la team qui était irresponsable. Ils jouaient limite au casino avec les fonds qu'ils avaient. Ils se versaient des gros salaires, genre 50 000 dollars par mois. On est d'accord, on veut tous se faire de l'argent, on veut tous bien gagner notre vie. Mais là, toi, tu as des fonds pour développer un projet, tu te verses 50 000, déjà rien que 10 000, c'est assez bien, tu vois. Bon, ça c'est dommage de voir ça parce que ça montre que quand même tu fais confiance à une team, t'es pas à l'abri de ce genre de choses, mais malheureusement c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut se dire que dans la vie, parfois on perd, parfois on gagne, mais c'est pas parce que tu trouves une pomme pourrie que ça veut dire que toutes les pommes seront pourries. Maintenant on va parler de Tether. Franchement Tether, il surprend agréablement depuis quelques temps. Je sais pas si tu avais la même impression, mais je sais qu'avant l'USD
USDT, il était descendu dans tous les sens, comme quoi on ne savait pas s'ils avaient les fonds pour backer leur stablecoin. Il y avait aussi beaucoup de polémiques comme quoi ils bloquaient les fonds. Mais là, déjà, semaine dernière, on a appris qu'ils voulaient apporter plus de transparence par rapport aux réserves qui backent leur stablecoin. Là, Tether commence à devenir le sang parce qu'ils ont refusé de bloquer les comptes qui avaient interagi à Tornado Cash. Bon, ils se sont fait descendre par le Washington Post qui a dit que Tether pourrait être en violation, mais eux, ils ont répondu en expliquant que non, ils n'ont pas à geler les adresses des portefeuilles sanctionnés liés à Tornado Cash parce que ni les forces de l'ordre américaines ni les régulateurs ne leur ont demandé de le faire. Donc, c'est assez intéressant. On va voir ce qui va se passer dans la suite. Maintenant, on va parler d'Ethereum, notamment Coinbase qui a dit qu'ils allaient lister l'Ethereum POW, donc la version Proof of Work, le fork d'Ethereum. Ils ont également parlé du CB Ether qu'ils allaient lancer, donc pour l'Ether qui est stacké sur Coinbase. Et il y a Binance aussi qui a sa version Binance, ils ont le BETH. Et concernant Binance, tu as aussi plusieurs nouvelles. Déjà, la bonne nouvelle située sur Binance, il y a 0 frais sur la paire BUSD Ether jusqu'au 26 septembre, donc fais-toi plaisir. Et au-delà de ça, Binance a également dit qu'ils allaient supporter l'Ether POW. Donc pendant la mise à jour, les dépôts et les retraits seront stoppés. Donc ça, c'est bon à savoir, tu vois. Et ensuite, les utilisateurs, ils recevront la quantité de forks qu'ils doivent avoir. Par exemple, si tu avais 3 Ethers, tu recevras 3 Ether POW. Donc assez intéressant. Nouvelle un peu moins belle concernant Ethereum. Donc, tu as les personnes qui tournent des nœuds qui se basent sur des fournisseurs cloud. Le problème, c'est que ces fournisseurs sont pour la plupart centralisés. Tu en as un qui s'appelle le Hetzner qui héberge 16% des validateurs de nœuds d'Ethereum. Et là, ils sont en mode, écoutez, toutes les activités reliées à la crypto, c'est fini, on ne veut pas de vous, allez dehors. Et là, si ça se passe vraiment, c'est une nouvelle qui pourrait faire du mal à Ethereum, tu vois. Et de manière générale, parmi les validateurs de nœuds Ethereum, tu as 70% d'entre eux qui sont hébergés sur 3 fournisseurs cloud centralisés, Amazon, Hetzner et Oracle. Et là, tu as envie de te dire, mais est-ce qu'on peut parler de décentralisation ? J'ai l'impression qu'il y a un problème, tu vois, telle est la question, parce que comment tu peux te dire décentralisé si en plus tu te bases sur un fournisseur centralisé et qui plus est Amazon, tu vois. Le pire c'est Amazon parce que souvent quand on parle du Web3 on parle un peu de guerre contre les GAFAM, mais là Ethereum utilise les GAFAM pour fonctionner, enfin pas Ethereum mais les nœuds, tu vois ce que je veux dire. C'est assez triste, pourtant il y a des solutions décentralisées qui existent et j'espère qu'elles seront de plus en plus adoptées et je pense que c'est ça parce que les gens vont de plus en plus vouloir de la décentralisation, surtout quand tu vois que les fournisseurs cloud centralisés ils commencent à faire les malins en mode hey, nous on veut plus de vous, tu vois. Affaire à suivre. Je voulais te parler très rapidement des fondateurs de 3AC. Depuis longtemps, je t'en ai pas parlé, mais là, on voit qu'ils risquent la prison. D'un côté, moi, je trouve que c'est bien parce qu'ils ont joué avec les fonds de leurs clients, donc ils ont ce qu'ils méritent. Et au-delà de ça, toute cette affaire autour de 3AC et même les autres fonds qui agissent comme des boîtes noires où les gens leur confient leur argent et après on ne sait pas ce qui est fait avec, on voit que c'est un gros problème, tu vois. Et on ne peut pas avoir des gestionnaires de fonds crypto qui agissent comme des boîtes noires. On a vu les retombées, on n'en veut plus. Et ce qu'il faut, c'est que tous ces acteurs financiers et leur activité qui soit traçable sur la blockchain. Et j'espère que c'est ça qui va arriver. Je te parle de ça parce qu'il y avait un article sur le sujet sur Cointelegraph. Je voulais terminer en te parlant de 8 idées reçues sur The Merge. Et là, on va aller à la source. À la base, je voulais te faire une vidéo dédiée à Ethereum 2.0, mais franchement, j'aurais pas le temps. Donc là, je voulais juste te parler les 8 idées reçues parce que souvent, on voit plein de choses sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que tu as quelqu'un qui partage une information, tu as un autre qui la partage en mode remix et qui omet des informations. Donc finalement, l'information perd sa pertinence et après, tu as le remix du remix du remix. On se perd. Donc là, je vais te partager les 8 idées reçues qui sont littéralement trouvables sur le site d'Ethereum. Tu vois, moi, je te conseille à chaque fois que tu as une information que tu veux vérifier, rends-toi directement à la source. Donc la première, c'est que faire tourner un nœud nécessite de stacker 32 Ethers. Donc Ethereum nous dit que c'est faux. Tu n'as pas besoin d'avoir 32 Ethers si tu veux stacker parce qu'en fait, il y a plusieurs types de nœuds et tu as des nœuds qui ne nécessitent pas de ressources économiques à part un ordinateur grand public avec 1 à 2 taux de stockage disponibles et une connexion Internet.
Donc, tu vois, ça, c'est intéressant. Après, si tu veux creuser, je t'invite vraiment à lire. Moi, perso, faire tourner des nœuds, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est important de mettre la vérité sur les fausses informations qui sont propagées. La deuxième idée reçue, c'est que The Merge va réduire les frais de gaz. Ça aussi, c'est faux. C'est juste le consensus qui va changer, qui va passer du proof of work au proof of stake, mais il n'y aura pas d'expansion de la capacité du réseau, il n'y aura pas de baisse des frais de gaz. La troisième, les transactions seront nettement plus rapides avec The Merge. Bon, même s'il y aura des légers changements, la vitesse de transaction restera plus ou moins la même. Quatrième, tu pourras retirer tes Ethers stackés après The Merge. Alors ça aussi, c'est faux. Les Ethers stackés et les récompenses seront bloqués jusqu'à la prochaine mise à jour qui s'appelle Shanghai. Donc en gros, tes Ethers resteront verrouillés et illiquides pendant au moins 6 à 12 mois après The Merge. Tu vois, c'est important d'avoir ça en tête. Cinquième idée reçue, les validateurs ne recevront aucune récompense Ethereum liquide jusqu'à la mise à jour Shanghai lorsque tous les retraits seront activés. Alors là aussi c'est faux, ça peut paraître contre-intuitif, mais là ils disent que les validateurs auront un accès immédiat aux récompenses des frais gagnés. Sixième idée reçue, quand les retraits sont activés, les stackers sortiront tous en même temps. Là aussi c'est faux parce que ils ont mis un système de sécurité pour que les sorties des validateurs soient limitées. Donc c'est intéressant à savoir. Autre idée fausse, les rendements devraient tripler après la fusion. Les rendements de stacking devraient tripler après la fusion. Ça aussi, c'est faux. Il y a des estimations qui ont montré que l'augmentation des rendements, elle pourrait être de 50%, mais on ne va pas avoir une augmentation de 200%. Et la dernière idée reçue, c'est que The Merge va provoquer un arrêt de la chaîne. Ça, c'est faux. Toute l'équipe d'Ethereum a charbonné pour que The Merge ne perturbe pas le réseau ou ses utilisateurs. Donc, c'est intéressant, tu vois, de remettre la lumière sur tout ce qui est faux parce que sur Internet, il y a beaucoup de remix. Tout ça, c'est pernicieux. Et encore une fois, à chaque fois que tu veux vérifier une information, rends-toi directement à la source. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me partager les nouvelles qui t'ont marqué. Si tu es encore là et que ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, lâcher un commentaire, mettre un petit j'aime, donner de la support. On se retrouve dans la lettre alpha et le club alpha. Et puis sinon, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.